Eh bien, bonjour à tous. Monsieur le député du Var, Yannick Chenevard, Monsieur le contre-amiral secrétaire général de la mer, Pierre Rialan, Monsieur le délégué militaire départemental et commandant de la marine du Havre, Alexandre Delaperrière, Monsieur le directeur général de l'ENSM, François Lambert, Monsieur le vice-amiral Slars, Monsieur le directeur du personnel de la marine, Éric Janicot, Monsieur le délégué général des amateurs de France, Laurent Martins, Monsieur Frédéric Moncani de Saint-Aignan, directeur du conseil d'administration de l'ENSM, Monsieur Jean-Philippe Quito et Madame Anne Le Grégeois pour la DG AMPA, Monsieur Jérôme Navarro, directeur général de la maritime nantaise, Monsieur Stéphane Huchet, représentant de CMB Tech et ancien directeur général d'Euronav, et enfin Monsieur Xavier Génin, président de Seoul. Merci énormément à tous de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à l'appel de la revue Jeune Marine pour cette conférence inédite et exclusive sur le rapport Chenevard sur la flotte stratégique, les rapprochements des marines et leurs débouchés. Vous recevoir aujourd'hui est un réel honneur pour les marines, pour la revue, pour l'ENSM, mais avant tout pour les marins. Les marins aiment s'exprimer, aiment faire des phrases, mais malheureusement, ces phrases ne sortent que rarement des carrés. Et vous avez tous répondu présent dès notre première invitation, avec en plus, pour chacun, des idées à proposer au-delà du sujet initialement proposé et dans un format totalement différent du protocole pour venir parler entre marins, aux marins et aux futurs marins. Car oui, il n'y a pas de marine sans marins et il n'y a pas de puissance stratégique majeure sans marine et sans vision maritime, surtout dans le pays représentant le deuxième domaine maritime mondial. Conférence inédite et exclusive, car si la mer n'est pas automatiquement dans l'ADN et dans les priorités des décideurs politiques, elle est dans notre ADN de gens de mer. S'il est de coutume de généraliser les réformes à tous, la mer est souvent incluse par défaut, sans y voir les conséquences. C'est exactement ce qui s'est passé dans la fin des années 90 avec la suppression du service militaire. Dès lors, l'océan des opportunités maritimes pour les marins marchands s'était réduit à un champ des possibles sur la marine commerciale. Nos marines nationales et marchandes fonctionneront désormais en parallèle sans jamais plus se croiser. J'en entends déjà certains s'offusquant d'un rapprochement jugé contre nature, mais comme le faisant remarquer très justement Éric Girard, que nous avons rencontré et interviewé dans la base navale de Toulon, cette communauté de praticiens se retrouve à la mer. Nos métiers sont extraordinaires, nos métiers nous permettent, de par leur diversité, de par leur ouverture humaine, leurs activités si variées, de ne pas s'engouffrer dans des entonnoirs sans avenir, car la mer reste bien une chance de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Élever l'officier français au rang de marin stratégique, élever nos marines dans un plan stratégique national, étendre les transversalités pour exercer nos métiers, ne fait que donner de l'envie d'embrasser les activités marines, de redonner un cap motivant vers l'excellence des pratiques nautiques et non vers une plage pour déconstruction. Nos marines sont l'héritage de centaines d'années de construction d'un modèle embarqué, un modèle social. Il est l'heure de remplir nos verres d'eau de mer et d'en faire le carburant de nos vies. Les décisions politiques se font et se défont. La mer ne se dirige pas politiquement, la mer ne doit pas être un enjeu électoraliste. On n'apprivoise pas la mer, on ne navigue jamais contre la mer. La mer est un élément, la mer est une philosophie de vie, et pour vivre la mer, il faut une vision, il faut regarder devant avec un objectif. Et il est fréquent d'entendre dans les événements nationaux que la mer, c'est ce qu'on a dans le dos quand nous regardons la plage. Il faut enfin que la mer soit l'objectif de nos vies quand on rêve ensemble d'un navire économique décarboné, social, militaire, pertinent, mais surtout visionnaire. Alors nous sommes ici aujourd'hui entourés du plus beau plateau que nous pouvions espérer sous l'impulsion de plusieurs hommes, notamment deux. Yannick Chenevard, qui a enfin mis des mots sur les mots MAUX des marines, et Éric Girard, que vous allez retrouver dans le second thème de cette journée, qui a lancé sa bouteille à la mer au Conseil supérieur de la marine marchande pour tendre la main à toutes les institutions marines
Et cette bouteille a été ouverte par votre revue préférée pour vous proposer cette rencontre. Vous remarquerez également une représentation exceptionnelle du corps de la Marine nationale, démontrant un grand intérêt de tous de porter cette vision stratégique. Je souhaite remercier chaleureusement Éric Janicot, directeur du personnel de la Marine, de nous honorer de sa présence, le vice-amiral Slars également de sa présence, et remercier surtout Alexandre Laperrière qui a piloté toute la diplomatie logistique pour nous permettre aujourd'hui de recevoir à cette table une équipe totalement embarquée pour la mer. Je n'oserais qualifier cette journée d'historique, mais elle est certainement le début d'une très grande collaboration et le déclenchement d'une vision apolitique et vertueuse d'une marine stratégique à la hauteur du domaine maritime français, à la hauteur de la passion de ses marins, à la hauteur de l'excellence de ces formations que nous interprétons aujourd'hui, et en ayant effectivement choisi comme lieu de rencontre l'École nationale supérieure maritime comme tribune. Mon épouse me répète souvent qu'il n'y a pas de hasard, uniquement une ignorance de la nécessité. Je vous confirme, nous ne sommes pas là par hasard, mais bien pour faire toute la lumière sur cette nécessité. Bienvenue donc dans cette journée maritime Jeune Marine, pour redonner vie à l'océan des possibles et proposer une vision maritime conjointe pertinente à l'image de l'envie, de la passion, du professionnalisme de ces marines et de ces marins. Alors, avant de commencer ces premières tables rondes, je vais céder la parole à Pierre Rialan, secrétaire général de la mer, qui va nous proposer un petit préambule. Pierre Rialan. Ouais, la salle est pleine, ce qui montre l'intérêt du sujet. Bonjour à tous, monsieur le député, monsieur le directeur, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs. Je suis bien évidemment très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour un colloque dans la thématique qui en ne peut plus d'actualité. Merci aux organisateurs de donner l'occasion à SGMR de s'exprimer sur ce sujet, qui s'annonce très riche. Comme vous le savez, les relations internationales se crispent et les questions de souveraineté sont au cœur des tensions. Et je pense que ce qui s'est passé hier n'a échappé à aucun d'entre vous. L'américain BlackRock a pris le contrôle des ports de Cristobal et Balboa à l'entrée et à la sortie du canal de Panama, ainsi que 80% du capital d'une société qui contrôle 43 ports. Et ce que ça démontre, c'est que les questions de sécurité nationale, les questions de souveraineté, les questions d'intervention de l'État, d'une certaine façon, de manière indirecte parfois, est fondamentale en matière de rapports de force internationaux qui s'expriment souvent dans le domaine maritime. Et on est au cœur du concept de flotte stratégique. Quel est le degré d'intervention de l'État? Quel est le lien que nous tissons entre le secteur privé et l'État pour soutenir les intérêts souverains de la nation? La mission confiée aux députés en 2022 a permis de reposer d'une manière claire les termes du débat, en actualisant notamment les travaux menés depuis 2016 à l'occasion de l'adoption de la loi économie bleue. Le rapport remis au mois de juillet 2023 à la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, ambitionne d'inscrire pleinement dans un objectif de plus grande résilience nationale une approche capacitaire ciblant des métiers, des missions, des compétences et des secteurs, ceci en soutien de la filière maritime. Et c'est au SGMR, à la demande du cabinet du Premier ministre, qu'a été confiée la coordination des travaux de mise en œuvre des recommandations du rapport du député Chenvar. Et c'était avec cet objectif qu'était réunie à 2 reprises la conférence nationale maritime, qui est une conférence étatique qui réunit toutes les grandes administrations de l'État qui traitent des sujets de souveraineté, les 4 avril et 13 novembre de l'an passé. C'était une première en 30 ans. On n'avait jamais réuni la conférence nationale maritime. Dire c'est le sujet, refléter une forme d'urgence stratégique. Un plan d'action a été bâti à cette occasion et les administrations impliquées dans les questions de sécurité nationale, de souveraineté et de développement des filières maritimes s'exprimeront cet après-midi pour présenter leur vision et les actions qu'ils ont lancées en la matière. Une 3e réunion du Conseil national maritime se tiendra en avril prochain
pour dire ces sujets vivants, afin de disposer d'un point de situation sur les travaux en cours, qui sont en grande partie confidentiels, et je pense que vous le comprendrez. Ce que la deuxième conférence de novembre dernier a entériné, c'est la poursuite des recommandations du rapport Schoenbach. C'est la poursuite finalement des travaux qui étaient initiés dans le rapport, et donc la question rapport Schoenbach et après, après, c'est les travaux qui sont menés, qui sont des travaux d'une nature très bénédictine. On rentre, comme disent les marins, dans la tôle. Les travaux qui sont menés consistent à sortir du concept, à aider au développement des dispositifs en recensant tous les besoins de l'État. D'une certaine façon, il y a deux niveaux de compréhension de la flotte stratégique. D'ailleurs, on les retrouve un peu dans le Code de la Défense et dans l'arrêté de 2017. Il y a une vision qui consiste à dire la flotte sous pavillon français a une valeur stratégique parce qu'elle est symbole ou elle est synonyme d'indépendance nationale. Et on le retrouve pour ceux qui veulent rentrer dans le décret et dans le Code de la Défense, c'est le premier alinéa, le premier article. Et puis, il y a une deuxième définition qui est la flotte stratégique aussi constitue les moyens nécessaires en cas de gestion de crise, mais j'ai envie de rajouter même de manière courante, pour l'action de l'État. Pour l'action de l'État. Ce sont des besoins de l'État, soit actuels, soit prévisibles en situation de crise. Et donc, il y a bien deux exceptions dans la flotte stratégique. Les travaux qui sont menés depuis novembre dernier visent à faire l'inventaire intégral des besoins de l'État liés à la flotte stratégique. On a mené une série de consultations au sein du monde maritime étatique, mais également auprès des filières. Certains d'entre vous ont été concernés. Et elles ont permis de dresser un premier état des lieux, d'identifier un certain nombre de besoins de l'État en matière de navires et d'esquisser des premières pistes de dispositifs qui seront nécessaires pour accompagner la flotte stratégique. Donc, vous voyez, la logique, c'est celle de repartir des besoins pour mieux étayer le concept. Cet état des lieux a permis d'effectuer une réunion à laquelle certains d'entre vous ont participé le 4 mars dernier, donc il y a 3 jours, impliquant tous les ministères concernés, le MTE, le MINARM, les Transports, la DGEMPA, les Outre-mer, le Quai d'Orsay, Bercy. Et l'analyse des besoins a déjà permis d'identifier une vingtaine de situations de crise pouvant nécessiter l'utilisation de navires issus de la flotte de commerce. Voilà où nous en sommes. Et quel est le lien avec cet après-midi ? Eh bien, ces travaux ont également mis en évidence qu'il faudra probablement adapter le cadre législatif, réglementaire, pour que les besoins puissent être employés par l'État. Il faudra effectuer ces travaux en lien avec le secteur maritime, il faudra probablement développer des filières, développer des liens avec le monde maritime, et je pense que ces sujets vont s'enrichir de la première table ronde. On est exactement sur ce thème-là. Quels sont les besoins de l'État, quels sont les moyens pour la flotte de commerce de répondre à ces besoins de l'État et quelle est l'interpénétration commune entre ces deux besoins. Et puis ce qu'on a découvert également, c'est que certains cas envisagés mettaient en évidence, parfois pour des raisons de sécurité nationale, parfois pour d'autres raisons, le caractère clé des compétences, souvent duales, des compétences spécifiques pour les besoins de l'État, et parfois la nationalité des équipages. Et donc ces travaux sont en parfaite cohérence avec la deuxième table ronde. Et ce qui va être expliqué cet après-midi, ce qui va être exprimé, les avis qui vont être exposés, les échanges qui vont avoir lieu, vont être de nature à enrichir nos travaux sur le caractère singulier d'une flotte stratégique qui doit reposer parfois sur une communalité profonde entre les équipages. Voilà, je m'arrête là afin de laisser sans plus tarder la place à la première table ronde. Je vous souhaite à tous des fructueux échanges. Merci en avance de phase peut-être pour tout ce qui va permettre, et je le redis, d'enrichir les travaux quand même autour du secrétariat général de la mer avec 6 ministères aujourd'hui et qui vise à étayer d'une certaine façon, renforcer, mettre de la cohérence, prévoir l'avenir dans un contexte de renforcement de la crispation des relations internationales dont vous êtes tous témoins. Merci à vous tous. Merci beaucoup Pierre Rialan, secrétaire général de la mer. Nous avons une petite surprise. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, nous a fait l'honneur de nous partager une vidéo pour ouvrir cette première table ronde. Alors avant de faire installer nos intervenants, nous allons vous proposer son petit message. Il y en a pour quelques minutes.
Chers amis, vous êtes réunis aujourd'hui au Havre pour échanger sur un sujet majeur pour la souveraineté de notre pays, celui de la flotte stratégique. Je ne peux que saluer le choix de l'École nationale supérieure maritime du Havre comme cadre pour cette discussion. Le NSM, dont le directeur général, cher François Lambert, a fait preuve d'un engagement constant sur ce sujet. Le Havre, dont le port est le navire amiral du trafic de containers dans notre pays. Le Havre, dont le maire, petit-fils de docker, a porté une ambition forte lorsqu'il était Premier ministre pour la mer et les marins. Nous pouvons tous, cher Édouard Philippe, saluer votre action sur ces questions. La flotte stratégique doit permettre de garantir la continuité en période de crise, des approvisionnements nécessaires à la vie de notre nation. C'est un enjeu crucial à l'heure où les événements climatiques extrêmes provoquent de plus en plus de situations de crise dans nos territoires. Nous l'avons encore vu récemment à Mayotte, avec le dramatique cyclone Chido. À l'heure aussi où les tensions géopolitiques se multiplient, le développement des échanges commerciaux ces dernières décennies, tiré principalement par le transport maritime, n'a pas permis d'enrayer les risques géopolitiques. Depuis 3 ans, les tensions sont de plus en plus de retour. C'est dans ce contexte qu'a été confiée en 2023 une mission au député Yannick Chenevard. Ton travail, mon cher Yannick, a permis de réévaluer les besoins. Il a permis de définir des mesures concrètes pour sécuriser l'existence d'une flotte stratégique et mobiliser les navires qui la composent. Les services de l'État chargés de la mer et le secrétariat général de la mer pilotent aujourd'hui la mise en œuvre et le suivi de tes recommandations. Ce rapport Chenevard insiste sur l'importance du lien entre la marine civile et la marine militaire pour constituer une flotte stratégique. J'évoquais la place centrale du Havre dans le trafic de containers en France. La flotte de commerce a toujours joué un rôle stratégique. Durant des siècles, les navires de commerce ont été un pilier aux côtés de flottes de guerre dans l'affirmation des grandes puissances. Aujourd'hui, les échanges mondiaux sont effectués à près de 90% par voie maritime. Grâce à nos territoires ultramarins, nous disposons de la deuxième plus importante zone économique exclusive au monde. Avoir aujourd'hui des navires français présents sur toutes les mers du globe est un atout indéniable pour constituer une flotte stratégique. Les approvisionnements énergétiques transitent également largement par la mer. La maîtrise de ces flux est essentielle pour nos économies. Les risques de perturbation des chaînes maritimes d'approvisionnement sont donc une préoccupation pour ce gouvernement. L'exemple très récent de Mayotte a démontré le besoin d'apporter une réponse à ce défi. C'est tout le sens de la flotte stratégique. Surtout, le rapport du député Chenevard met en avant le facteur humain, car une flotte stratégique, ce sont bien sûr des navires, mais aussi et surtout des marins, des armateurs et un écosystème économique et de compétences. Nous le savons tous, le besoin de marins est aujourd'hui criant, tant à l'échelle nationale que mondiale. Nous avons la chance, en France, d'avoir des formations d'un excellent niveau. Nos marins sont reconnus pour leurs compétences. Ce n'est pas un hasard si les navires parmi les plus complexes au monde et qui demandent le plus de fiabilité sont opérés sous pavillon français. C'est pourquoi le NSM va progressivement doubler le nombre de ses élèves officiers d'ici 2027. Je suis fier de porter aujourd'hui cette décision issue du Fontenoy du maritime. Il faut former plus de marins et les former de façon à ce qu'ils puissent assurer des missions, tant civiles que militaires. Ce sera la clé pour permettre ce pont entre marine marchande et marine militaire, au cœur de la notion de flotte stratégique. Vos discussions ce jour se tiennent à un moment charnière. En ce début d'année de la mer et à quelques mois de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice, puissent ces échanges éclairer l'action de ce gouvernement dans la mise en œuvre d'une flotte stratégique. Une flotte stratégique qui contribuera, j'en ai la conviction, à la résilience de notre pays dans un monde plus incertain, plus dangereux que jamais. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Alors, nous allons commencer notre première table ronde, qui sera modérée par Michel Lelhuillier,
qui nous fait la rubrique des conteneurs dans la revue Jeune Marine et qui est officier de réserve dans la Marine nationale. Donc nous avons à cette table évidemment le député Yannick Chenevard, le vice-amiral Emmanuel Slars, sous-chef d'état-major opération aéronavale, Laurent Martins, délégué général d'Armateurs de France, Jean-Philippe Quiteau et François Lambert. Donc Jean-Philippe Quiteau, c'est là pour la DG AMPA, et François pour le NSM, mais également pour avoir participé à la rédaction de ce très beau rapport. Bonjour à tous. Merci pour l'intérêt, surtout pour l'appui que vous avez manifesté pour la démarche de Jeune Marine, notre belle revue qui a fêté ses 80 ans l'an dernier et qui, il y a quelques mois, a décidé de porter son intérêt au rapprochement entre nos deux marines. Les présentations ont été faites, donc nous allons entrer dans le vif du sujet. L'objet de cette première table ronde, qui réunit toutes les parties prenantes, à savoir, monsieur le député, bien sûr, la marine, les armateurs de France, la direction des affaires maritimes et l'école de la marine marchande. Son objet, c'est de faire le point sur la mise en œuvre de cette ambition commune au sujet du rapprochement de ces deux marines, de comprendre le rôle de chacune des entités, de son positionnement vis-à-vis des recommandations de monsieur le député, et d'analyser naturellement les besoins de l'État, comme le rappelait l'amiral Rialan il y a 2 minutes. Je vais m'adresser donc, je vais tendre le micro à monsieur le député. Donc, vous êtes rapporteur, en plus d'être député du Var, bien sûr, depuis 2022, vous êtes le rapporteur du budget de la Marine, étant membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. En 2023, on l'a rappelé, vous avez été missionné par la Première ministre pour vous intéresser à la flotte stratégique et vous avez remis un rapport qu'on ne présente plus, incluant une quarantaine de propositions visant à visant à promouvoir la flotte stratégique. Donc ma première question, en quoi le contexte géopolitique, tel qu'il était en 2023, tel qu'il a évolué jusqu'à aujourd'hui, a-t-il motivé la mission gouvernementale qui vous a été confiée par le Premier ministre? Donc question générale, mais qui va vous permettre de faire le tour d'horizon de ce qui nous importe aujourd'hui. D'abord, merci. Je voudrais remercier Jeune Marine et le NSM pour cet accueil. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette belle maison qui forme les chefs de la marine marchande de demain. Qu'est-ce qui a motivé initialement cette mission gouvernementale et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'abord, tout est en train de se dégrader. C'est-à-dire qu'entre le moment où votre serviteur est missionné par la Première ministre, on est déjà dans une situation dont on commence à percevoir qu'elle est critique, mais on ne pense pas que la guerre en Ukraine va durer 3 ans. On ne pense pas que nos bâtiments de commerce vont se faire attaquer en mer Rouge. On n'en est pas là encore. La situation aujourd'hui est en train de se dégrader et de se dégrader vite. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé hier, et cette dégradation nécessite que nous prenions tous ensemble des mesures vite, rapidement. Donc, nous étions dans une situation où finalement on parlait beaucoup de ce sujet, mais on n'avait pas réussi à la fois à le simplifier et à répondre à la question de quoi s'agit-il? Flotte stratégique, de quoi s'agit-il? À quoi ça sert? Une fois qu'on a compris tous ensemble que l'intérêt d'une flotte stratégique, c'était de permettre à un pays, et à un grand pays, de vivre, de respirer, et donc finalement de recevoir, puisque 90% de ce dont nous avons besoin transite par la mer, de recevoir ce qui est nécessaire pour que ce pays continue à vivre, quelle que soit la situation, eh bien le reste a été plutôt facile. Même si je dois vous avouer qu'au début, mais c'est quand même, je veux dire, c'est un principe qui est très français, c'est qu'au début, tout le monde vous dit c'est pas possible.
Mais non, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, vous n'y pensez pas, on l'a jamais fait. Ben justement, c'est dans ces conditions qu'il faut se dire, j'ai un cadre de référence, c'est ce qu'on me donne là, et ce cadre de référence, j'en sors et j'essaie de regarder des choses différemment. Il s'agissait aussi surtout de faire vite et certainement pas de faire une loi. Autant vous dire que s'il avait fallu faire une loi, on n'en parlerait même pas aujourd'hui, on n'aurait rien fait. Donc il fallait absolument aller vite et les 40 recommandations, dont j'aurai l'occasion de dire tout à l'heure combien, en tout cas de mon point de vue, ont été traitées déjà sous la houlette du SGMaire et avec évidemment l'ensemble des acteurs et des G.EN.PA, en réalité, sur ces 40 recommandations, il y avait des choses qui étaient pleines de bon sens. Il n'y avait pas besoin de faire de la grande littérature. Il y avait besoin d'être pragmatique. C'est le sujet des marins, ça, pragmatique. Et donc, globalement, c'est dans cet esprit-là que les choses ont été construites. Merci. Est-ce que vous pouvez nous préciser les objectifs pratiques de cette flotte stratégique ? Les objectifs sont encore plus prégnants aujourd'hui. Encore plus prégnants parce que vous entendez beaucoup parler de métaux rares, de métaux stratégiques même, des besoins d'approvisionnement en pétrole, en gaz, de la façon dont on doit assurer la protection des navires de commerce qui transitent. Et on peut donner un immense coup de chapeau d'ailleurs à la Marine nationale et aux marins dans la mission Aspides qui assurent cette protection et qui se font tirer dessus. Ils se font tirer dessus, y compris avec des missiles balistiques. Donc on voit bien à quel point la complémentarité des deux marines est fondamentale. Et en ouverture, ça a été rappelé, la suspension du service national, qui était le choix du président Chirac, a eu plusieurs effets attendus au moment de la suspension, mais plutôt inattendus, on est en train d'en parler là. C'est-à-dire que précédemment, tous les étudiants qui sont là, je suppose, avaient vocation à faire leur service national et à le faire, en général, dans la marine. C'est assez difficile de le faire dans l'infanterie quand on aspire à être officier de marine marchande. Mais donc, ils passaient une année, 10 mois, sous l'uniforme, dans la marine nationale, et souvent, ils restaient dans la réserve. Mais en même temps, pendant ce temps de service national, ils étaient embarqués, ils maîtrisaient les pratiques opérationnelles, et ensuite, c'était assez facile parce qu'en même temps, il y a des liens d'amitié qui se créaient, et au fil du temps, au fil de l'eau, quand il y avait un besoin, il était là et il était satisfait. Et puis, patatras, d'un coup, tout s'arrête. Une fois qu'on a terminé, épuisé la génération qui avait fait son service national, on s'est retrouvé dans une situation où finalement, il y a deux univers qui s'étaient éloignés. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces univers se retrouvent, parce qu'en réalité, comme je le disais en préambule, si on veut que le pays respire, vive, se défende, il faut à un moment donné qu'il dispose de matières premières pour construire un certain nombre de choses, qu'il ait de l'acier qui va bien pour faire des choses importantes, que nous ayons du pétrole, du gaz, un certain nombre de choses, et que finalement le pays continue à vivre, parce que ne nous trompons pas, en fait ce qui nous attend sont plutôt des heures sombres. Et s'agissant de ce qui nous attend, globalement, je pense qu'on a intérêt à se resserrer tous ensemble et à mettre au-dessus de la pile ce qui est fondamental et donc ce qui est stratégique. Donc l'idée, c'était développer une stratégie de flotte, nous y sommes, quasiment, pour une flotte stratégique. Merci. Amiral, je rappelle que vous êtes le sous-chef d'état-major des opérations aéronavales. Oui, vous confirmez ? Ah oui, je le confirme. Même si ça fait pas très longtemps, parce qu'en fait, j'étais précédemment à Abu Dhabi où je commandais les forces françaises au Moyen-Orient et en Océan Indien. Donc du coup, quand on m'a demandé de venir aujourd'hui, j'ai dit oui tout de suite, parce que du coup, c'est moi qui commandais les bâtiments français qui opéraient en mer Rouge. Voilà, j'y reviendrai. Donc vous êtes un vous êtes un marin de terrain. Oui, là donc là j'ai mis mon beau costume aujourd'hui, mais ma tenue de protection de base, elle sent un peu le gasoil quand même. Ah, très bien. Le rapport Chenevard donc a souligné le rôle essentiel de la marine dans le dispositif de la flotte stratégique, nul ne l'ignore, et la nécessité surtout d'un rapprochement à la fois opérationnel et culturel entre les marins de la marine nationale et les marins de la marine marchande.
l'objectif, c'est de défendre la souveraineté de la France, et de protéger les intérêts de notre beau pays. Quelles sont les attentes de la marine vis-à-vis de ce rapport Chenevard? Quelles sont les attentes de la marine vis-à-vis surtout des aspects humains s'agissant du rapprochement des officiers de marine et de marine marchande? Très bien. Bon, écoutez, d'abord, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le député. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et merci à l'ENSM de m'accueillir. Et c'est sympa d'intervenir devant une salle où il y a de la jeunesse qui sent déjà bien les embruns. Donc ça, c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement. Je vais répondre à votre question. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai quand même envie de relater un petit événement, effectivement, petit, c'est discutable, mais qui démontre bien que, en fait, on est fait pour bosser ensemble. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé en mer Rouge, où quand on se compare, on peut quand même se consoler, hein, puisque donc on a des moyens français qui étaient en place immédiatement, et bien évidemment, bien avant le lancement de l'opération européenne Aspides, nos moyens opéraient pour protéger les bâtiments français. On a commencé dès le 8 décembre 2023. Et all in all, on aura passé plus de 14 mois déjà à protéger les bâtiments de commerce en mer Rouge. On a accompagné quasiment, on doit être à 180 bâtiments qu'on a accompagnés et protégés, dont un certain nombre sous le feu. On les a choisis, on a échangé avec les opérateurs, avec les armateurs, pour effectivement se positionner dans une logique de défense de nos intérêts. Ce qui ne m'a pas empêché quand même à certains moments de prendre la protection d'un Maersk sous pavillon américain. Voilà. J'avais, pour tout un tas de bonnes raisons, j'avais fait aussi ce choix-là. Mais globalement, effectivement, on a été particulièrement vigilants à la défense des intérêts français. Et on a quand même été dans des situations où, à certains moments, j'ai un de mes commandants qui m'a dit, voilà, bon, donc, on avait formé le convoi, tout le monde était en route à 21-22 nœuds, et on a perçu une menace de missiles balistiques, et je faisais faire des abattés de combat aux bâtiments de commerce. Donc, des abattés de combat, ça veut dire que, à mon ordre, les bâtiments de commerce zigzaguaient pour complexifier le ciblage par les missiles balistiques qui descendaient à Mach 3 vers le convoi. Voilà. Alors donc pour la plupart c'était des missiles plutôt sol-sol, donc qui étaient tirés avec un objectif d'une position précise, d'une position en coordonnée. Donc la force d'un bateau, c'est que ça bouge tout le temps, donc être capable de viser un point fixe pour atteindre un bateau, c'est quand même un peu compliqué. Mais de temps en temps, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des autodirecteurs donc qui viennent chercher les bateaux. Voilà. Et donc quand on voit qu'avec des opérateurs français et des officiers qualifiés, on est capable de faire des trucs comme ça, faire des abattés de combat, on se dit que certes ça a nécessité un petit peu de temps et d'explication pour que les commandants et les chefs de quart fassent ça. Mais c'est aussi ce qui nous a permis, à ce moment-là, de maintenir cette liaison à travers la mer Rouge, dont on a aussi besoin pour garantir cette liaison directe avec nos outre-mer. Voilà, donc merci à l'ENSM de former ces officiers qui sont capables de faire des choses comme ça. Et voilà. Alors du coup, quelles sont aujourd'hui les attentes de la Marine nationale sur la flotte stratégique? Le soutien de la Marine nationale passe par la satisfaction de besoins qui sont assez variés dans différents domaines d'intervention et évidemment qui entrent dans le périmètre des missions de la Marine. On a besoin de renforcer des capacités en matière de travaux maritimes et portuaires dans une logique de long terme en cas de situations compliquées, d'intervenir et d'assister à la mer des navires en difficulté, de préserver des communications et notamment celles qui peuvent passer par des câbles sous-marins, et puis d'apporter des compléments aux moyens des forces armées. Du remorquage portuaire, du ravitaillement en produits pétroliers en mer, du ravitaillement en munitions, du dragage de mines, voire de la pose de mines. Le sujet revient d'actualité. En mer Noire, il y a 1 millier de mines qui pour une partie d'entre elles, dérivent. Il y a 1000 mines en mer Noire. Donc l'idée même de la guerre des mines est plus d'actualité que jamais, et à la fois les Ukrainiens en mode défensif et les Russes en mode offensif ont été capables d'employer ce système. Du soutien logistique pour le maintien en conditions opérationnelles, du transport d'équipements militaires, et je remercie Jérôme Navarro
puisque la CMN, effectivement, transporte régulièrement des équipements militaires vers nos bases à l'étranger. Et évidemment, chaque fois que ces bateaux passaient en mer Rouge, nous les escortions avec fierté en expliquant aussi quel était le cœur de la mission à ces équipages. Tu pourras faire des commentaires si nécessaire. On a besoin de plastrons. On a besoin potentiellement d'être en mesure de conduire du secours à des sous-marins en détresse. On a besoin de bâtiments écoles. On a besoin potentiellement de navires hôpitaux. On a besoin de navires adaptés aux besoins de gestion et de relais de certaines transmissions. On a besoin, évidemment, d'assurer la défense militaire des approches maritimes et potentiellement de nos ports dans des situations de crise aiguë. On a besoin de capacités qui seraient nécessaires pour renforcer les nôtres en matière d'assistance humanitaire et de traitement des conséquences d'une catastrophe, comme on a pu le voir à Mayotte et dans une moindre mesure à La Réunion. Voilà, donc ces besoins, ils peuvent s'incarner par des navires mis en œuvre par des marins et aussi peut-être demain et dans certains cas par des systèmes dronisés. Voilà, c'est ça les besoins. On est en train de les affiner. Donc on parle de la réserve. Eh ben, il se trouve justement que j'ai un groupe de réservistes, de marins réservistes qui sont assez capés, puisqu'il y en a qui sont même des patrons que vous avez accepté de recevoir, monsieur le député. Voilà. Et donc, je les ai chargés de m'aider à bien recenser l'ensemble des besoins autour de la typologie de ce que j'ai pu vous présenter rapidement. Merci, Amiral. Donc, beaucoup de choses concrètes qui permettent de constater qu'il y a une prédisposition naturelle chez toutes les parties prenantes pour aller dans le sens recommandé par le rapport Schoenvar. Oui, absolument. Et donc, la dynamique est lancée. Elle est lancée sous l'impulsion du rapport Schoenvar. Elle est lancée par la nécessité. Voilà. Je précise que, en fait, on a tous quand même cette prédisposition intellectuelle, parce que à partir du moment où le Galaxy Leader a été saisi par les Houthis, donc je crois que c'était c'était à peine un mois avant que nous on lance les premières actions. Ils n'avaient pas encore vraiment lancé leurs activités vers la mer. Mais déjà, moi, j'avais mon MICA Center, mon Maritime Security Center, qui gère au quotidien les relations entre la Marine nationale et les opérateurs, qui bossaient sur le sujet. D'accord. Pour comprendre comment les choses se passaient. Voilà. D'ailleurs, je vous invite tous les jeunes à aller à la rencontre du MICA Center à Brest, parce qu'un jour ou l'autre, vous serez en relation avec eux. Voilà. Donc ça, c'est... grâce à John Marine, le MICA Center n'a plus de secret pour ses lecteurs, puisque un article a été mis en ligne cette semaine. Ouais, mais il faut y aller. En fait, on est quand même dans des métiers où on a besoin de se regarder dans le blanc des yeux de temps en temps. Tu voulais intervenir tout de suite ? Non. Merci, Amiral. Nous allons nous tourner vers les armateurs de France. Monsieur Laurent Martin, c'est le délégué général d'Armateurs de France. Je rappelle que Armateurs de France, c'est une organisation professionnelle de pratiquement la totalité des entreprises françaises de transport et de services maritimes. Cette organisation professionnelle est constituée d'une soixantaine de sociétés qui contrôlent un millier de navires et sont armés par à peu près 16 000 marins. De votre point de vue, comment les armateurs de France se positionnent-ils pour répondre aux recommandations du rapport Schoenvar ? Alors, quelques précisions quand même sur les armateurs français. C'est parce que c'est un mot facile à dire, mais derrière les 60 entreprises, il faut que vous ayez en tête qu'il y a une gigantesque et grande diversité. Donc, c'est à la fois très riche d'avoir des petits, des moyens et des gros armateurs. C'est à la fois aussi très riche d'avoir tous les métiers couverts. Et en matière de souveraineté, c'est heureusement qu'on a des navires à passagers, des navires qui transportent du pétrole, du gaz, des conteneurs, des services. On est à peu près présent dans toutes les typologies du maritime commercial. La difficulté pour un armateur et la richesse du travail aussi, c'est qu'au bout du compte, cette diversité fait qu'il n'y a pas un armateur français. Il y a des dizaines d'armateurs français et il n'est pas facile de faire du global si ce n'est le faire par le bas. Donc c'est vrai que ayez en tête que cette notion de force stratégique devra se décliner quasiment
entreprise par entreprise, parce que c'est pas Armateurs de France qui va négocier des contrats pour le compte de Pierre, Paul ou Jacques, et personne ne connaît mieux le métier de Monsieur Navarro que lui et ses équipes. Pareil pour le conteneur, pareil pour les ferries, et je m'aperçois tous les jours depuis presque un an que je suis à ce job que on a quasiment autant de métiers et de cas différents, de types d'entreprises capitalistiques, familiales, historiques, et c'est excessivement compliqué. Donc voilà, je rappelle ce point de vue-là. Après, en matière de contexte géopolitique, effectivement, hein, nous, je voudrais rajouter quelques petits sujets d'actualité importants. Les câbliers. Hein, au jour d'aujourd'hui, l'activité, on ne sait pas très bien en France, hein, peut-être que vous le savez parce que vous êtes des experts, on est quasiment le numéro 1 mondial dans cette activité. À peu près la moitié de la capacité des câbliers maritimes mondiaux sont détenus en France. Et vu qu'en ce moment, il y a, je sais pas d'ailleurs si c'est des Russes, des Chinois ou en tout cas des gens qui font trader leurs ancres pour casser des câbles en mer Baltique, eh ben, l'Europe s'est rendu compte qu'il y avait des câbliers européens et des câbliers français, et il y a une décision qui a été prise le 21 février 2025 de créer une espèce de flotte stratégique européenne pour les câbliers. Bon, alors c'est que les câbliers, hein, mais c'est l'Europe, c'est une bonne initiative. Hein. Ils parlent du type, ils parlent des missions, ils parlent de financement, ils parlent exactement des recommandations. Monsieur Schoenbach, vous auriez dû aller leur souffler votre rapport, ils auraient sûrement gagné du temps. Donc quelque part, dans le contexte actuel, voilà, l'Europe s'est bien accaparer ce sujet de la flotte stratégique et commence par y aller sur un sujet petit qui est un sujet mais intéressant. D'ailleurs, je crois qu'en France, on devrait aussi y aller filière par filière. Je pense que mon voisin le présentera tout à l'heure. Et on pense qu'il faut vraiment rentrer dans le détail pour arriver à avancer. Deuxième sujet important aussi, si aujourd'hui on peut parler de flotte stratégique, c'est parce qu'il y a encore une flotte de commerce et une marine marchande française. Je vous rappellerai que dans les années 2000, la flotte marchande française a failli disparaître. Et un de nos illustres ministres des Transports, M. Bussereau, a mis en place un régime fiscal légal qui était l'équivalent de ce qui se passait dans le monde entier. Et depuis ces années 2000-2010, la flotte marchande française renaît, se développe. Notre flotte n'a que 7 ans de moyenne d'âge, là où le monde est à peu près entre 15 et 20 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons une flotte marchande française forte, qui se développe. Mais attention, c'est fragile. On a failli mourir il y a 20 ans. On a encore eu, je dis ça parce qu'on a encore eu, il n'y a pas tellement longtemps, des attaques brutales, violentes et frontales sur un certain nombre de bases de notre système fiscal et légal qui auraient pu mener de nouveau à une évaporation très rapide et très forte de la marine marchande française. On a encore récemment, sur le sujet du budget, eu des sujets d'exonération de charges patronales qui nous sortent un tout petit peu de la compétition européenne. Donc tout ça, c'est fragile. Et on a le discours qu'on doit porter à nos politiques, c'est si vous voulez votre souveraineté, votre flotte stratégique, 75% des besoins de l'Europe sont importés, exportés via la mer, il faut garder une flotte marchande. Monsieur Trump, en ce moment, hier soir, il est arrivé sur nos ordinateurs le projet de décret qui veut sortir sur le renouveau de la flotte marchande américaine. Ils sont en train de se rendre compte aux États-Unis en 2025 que leur flotte marchande a disparu, qu'ils sont aujourd'hui dans les bateaux de la Chine ou de je ne sais pas trop qui, et que ils ne peuvent rien faire sans les bateaux chinois. Évidemment, M. Trump, ça lui met un peu des boutons. Alors, la façon qu'il a d'essayer de résoudre le problème est je pense, problématique pour nous, Européens. Mais le constat que fait aujourd'hui l'administration américaine de dire sans marine marchande, mon intégrité territoriale n'existe plus. Voilà, c'est un vrai constat qu'ils font un peu tardivement. Et après, ils le font avec une grande brutalité. Voilà pour les éléments de contexte. Sur le sujet du rapport Schoenbach, bien évidemment, Armateurs de France soutient cette démarche. Mon micro, il a l'air d'être... Ah, je remonte la main. Ah, d'accord. OK, je monte la main. Donc, on est absolument pour. On doit rappeler que nous, on est des entreprises privées, donc on a un red flag. Il faudra que la flotte stratégique ne puisse pas se faire au détriment de notre compétitivité. Bien évidemment, ce qui caractérise en numéro 1 le monde maritime, c'est la compétitivité internationale. Nous sommes dans une compétition acharnée. Donc attention, il y a un red flag qui est la compétitivité des entreprises françaises au titre de la flotte stratégique doit pas être abaissée. On pense même qu'elle doit être plutôt renforcée que le contraire. Mais voilà, on lève toujours les red flags par rapport à ça. Après, bien évidemment, on est volontaire au présent de la DGEMPA pour travailler. Recensement d'une flotte de commerce, recensement des capacités d'une flotte de commerce, réponse aux besoins qui auront été exprimés par la marine nationale pour savoir si
pas tous nos bateaux peuvent répondre aux besoins de la marine. Hein. Peut-être qu'on arrivera au constat que certaines ne peuvent pas y répondre parce que c'est pas fait pour ça, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Donc là-dessus, on est open. On a des échanges en cours aujourd'hui avec l'état-major sur les sujets de. On a identifié le recensement de la flotte contrôlée française. Hein. Donc il y a 1200 bateaux contrôlés par les armateurs français et 420 sous pavillon français, hein, premier registre ou registre international. Donc là-dessus, on est prêt. On travaille, on est dans l'attente que l'administration nous saisisse pour rentrer plus dans le détail. On a accepté le fait qu'on puisse commencer à travailler sur une ou deux ou trois premières filières, dont les EMR, dont les câbliers, mais on travaillera sur les filières où la marine nationale ou l'administration nous demandera de mettre en avant. Et après, il faudra arriver à descendre sur le sujet entreprise par entreprise pour essayer d'avoir les bases contractuelles. Je serais favorable à la politique des petits pas. C'est un sujet compliqué. On ne va pas passer du jour au lendemain d'un concept excessivement compliqué et stratégique aux aspects opérationnels. Mais je pense que par cette politique des petits pas, on doit le faire aussi. Dernier sujet avant que je laisse la parole. On est ici à l'ENSM. Il y a un sujet formation-emploi. Il y a un sujet homme, bien sûr, qui est excessivement important. Je pense que M. Lambert nous parlera de la notion de contrat d'engagement que l'on soutient par principe côté armateur de France. Et je pense aussi que ce que vous avez expliqué, suite à la disparition du service national, les passerelles marine nationale, marine de commerce doivent être de nouveau réengagées de façon sérieuse pour créer cette culture de la sûreté, de la sécurité maritime qu'on n'a plus forcément dans les navires de commerce. Merci beaucoup. Merci pour cette vision, merci pour ces mises au point, compte tenu de la diversité des navires français et de la diversité des emplois, hein, des fonctions de ces navires. Je me tourne vers la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Monsieur Jean-Philippe Quitaud, vous êtes le représentant du directeur général, monsieur Éric Banel. Les affaires maritimes, c'est naturellement un élément important de la souveraineté de la France. Compte tenu de l'étendue de l'espace maritime français, compte tenu de la diversité de ces marins, le rôle de la direction générale des affaires maritimes, ces missions sont à la fois vastes et très variées. Dites-nous un petit peu, en réponse au rapport Schoenvar, quelle est la vision de la direction générale des affaires maritimes pour satisfaire les recommandations de ce rapport? Avec plaisir. Merci à vous déjà pour votre invitation. Comme vous l'avez dit, je dois excuser Éric Banel qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. J'essaierai de faire presque aussi bien. Merci également François pour ton accueil dans cet établissement. Et je pense que c'est très bien de parler de flotte stratégique dans cet établissement précisément, parce que je vais y revenir. Dans la flotte stratégique, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est les compétences humaines. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, le rôle de la Direction générale des affaires maritimes dans la mise en place de la flotte stratégique, j'allais dire, il est un peu depuis toujours. Si je regarde un peu d'ailleurs la constitution de l'administration de la mer, elle a été très longtemps civile et militaire en même temps. Et d'ailleurs, les administrateurs des affaires maritimes présents ici portent encore ce statut militaire par héritage, quelque part, de ce lien entre nos deux marines. Donc c'est pas nouveau, dans le fond, cette importance du lien entre la marine civile et la marine militaire. Le rôle de la direction générale, il a commencé après l'impulsion politique, après l'impulsion que tu as contribué à lancer, François, sur la flotte stratégique, dans la mise en œuvre des textes et dans la mise en œuvre de la loi, donc au tout départ, dans la rédaction des décrets. Le grand tournant qu'il y a eu depuis, je pense, monsieur le député, que c'est votre rapport. Clairement, ce rapport, il a mis tout le monde sur un rail pour avancer, et il a montré des voies concrètes, un concept qui semblait important, est important pour tout le monde, mais pouvait être un peu abstrait dans la manière dont on l'abordait, et surtout qui cachait une complexité sémantique, une complexité de sens derrière, qui était importante et à laquelle il fallait mettre de l'ordre. Cette complexité, donc votre rapport, on joue un rôle important, hein, vu que vous posiez la question de que fait la direction générale. On a à peu près un quart des préconisations du rapport qui sont directement gérées par la direction générale, et puis on participe à peu près à l'essentiel des mesures de ce rapport, hein, en lien bien sûr avec toutes les autres administrations.
Ce que je voulais voir un petit peu, et ça a été évoqué, c'est pour nous, comment on agit très directement aujourd'hui à travers nos politiques, et déjà, et ça sera renforcé par la mise en œuvre du rapport, mais à la mise en place de cette flotte stratégique et à la mise en place du caractère justement stratégique de notre organisation. Je vois deux grands axes. Le premier, c'est l'axe capacitaire qu'on a évoqué. Et le travail a été évoqué. Il s'agit d'un recensement des besoins, de la marine, des armées, d'ailleurs, en général, parce qu'il s'agit pas même parfois de transport, on l'a vu récemment, de troupes. Il s'agit aussi de besoins civils. Mayotte l'a parfaitement illustré, la crise de Mayotte l'a parfaitement illustré. Et si on a réussi sur Mayotte à avancer, c'est bien parce qu'on a un grand armateur français qui a des liaisons régulières, qui les a réorganisées pour pouvoir faire un pont entre la métropole et la Réunion, puis entre la Réunion et Mayotte. Et d'ailleurs, ça élargit un peu le spectre de ce qu'est la flotte stratégique. J'y reviendrai. La flotte stratégique, c'est aussi cette capacité que l'on a à disposer d'un écosystème fort, présent. Par moment, on a besoin de navires sous pavillon français. Par moment, on a juste besoin d'avoir des armateurs qui ont des navires et qui les mettent à notre disposition. On a un rôle historique aussi. Tramine, alors je ne sais pas si ça dit quelque chose, Comigetra et Tramine aux gens ici. C'est un dispositif qu'on n'a plus du tout utilisé. C'est un dispositif qui est entre la réquisition et la mobilisation, et dans lequel le ministre des Transports joue un rôle de très directement. Tramine, ça avait complètement passé quasiment en désuétude, et Tramine, aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a besoin, et on est en train de le réactiver. Un autre point, donc le travail de recensement est important. Je dis besoin capacitaire, ça c'est très clair, on vient de le voir, mais pour moi, derrière, dans le capacitaire, il y a autre chose. Il y a aussi... On ne sait pas ce qui peut arriver, et donc on a besoin de se préparer à tout. La meilleure manière de se préparer à tout, c'est de développer des compétences, de développer des savoir-faire, et de les mettre en œuvre au moment où on en a besoin, là où on en a besoin. Et c'est là que je reviens sur notre diversité, sur les hommes, et c'est essentiel. Laurent l'a souligné tout à l'heure, les navires, on en a une immense diversité. Et dans notre flotte, c'est extrêmement important. Alors on n'en a pas beaucoup. Pas forcément beaucoup d'ailleurs, parfois on en a beaucoup. Je parlais des câbliers, on peut également citer les conteneurs, mais surtout on a une immense diversité. Et donc on a une immense diversité de savoir-faire, de techniques et derrière de navires. Au cœur de cette diversité de navires, ce que ça génère des compétences d'hommes, et c'est l'emploi, et c'est la décision du Fontenoy du Maritime dont tu parleras de doubler les effectifs en formation. Je veux dire, je ne sais pas quel secteur aujourd'hui de l'économie se dit qu'il a la possibilité, tout en maintenant le plein emploi, de doubler ses effectifs, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Un écosystème, c'est certes les navires, c'est certes les marins, mais c'est tout notre écosystème tertiaire aussi, qui, je pense, correspond directement à nos besoins en matière de flotte stratégique. Et je pense à nos banques. On a 0,5% de la flotte mondiale sous pavillon. On finance 10% de la flotte mondiale via les banques françaises. Donc c'est des idées qu'il faut avoir en tête. Notre puissance maritime n'est pas uniquement liée à la force de notre pavillon. Même si la force de notre pavillon, elle a quelque chose, je trouve, qu'on ne retrouve pas dans de nombreux pavillons, c'est que justement, elle génère très directement de l'emploi. On a choisi en France d'avoir un lien très fort entre nos navires, nos armateurs, nos marins. Et c'est pas le cas partout. On trouve beaucoup de pavillons qui vendent du registre, qui vendent un cadre législatif, qui vendent du droit, mais qui n'ont absolument aucun souci du lien entre le marin, le navire et la nation. Nous, on a gardé ça en France, aujourd'hui. Et c'est important aujourd'hui quand on parle de flotte stratégique. Voilà, alors quels sont les outils ? Nos outils pour faire ça, les outils qu'on met en œuvre, on a le premier registre, évidemment. On a aussi le registre international français, qu'on a voulu efficace, compétitif à l'échelle internationale, que l'on veut... On s'est rendu compte de la complexité de notre administration, ça vous empêchera pas. Quand on nous dit il faut simplifier, on se dit oui, mais le monde est complexe. Donc on va essayer de simplifier tout ce qu'on peut, mais surtout on va faire en sorte que des gens qui savent intègrent la complexité pour les autres. Et c'est le principe du registre international français.
C'est-à-dire qu'on appelle un numéro et lui est capable d'aller chercher les informations absolument partout, y compris à Bercy d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça a été le principe du développement du RIF. Nos outils, c'est aussi un cadre fiscal et puis un cadre de soutien que je vois dans vos yeux qu'on aimerait un peu plus stable en ce moment. C'est la garantie des projets stratégiques, mais c'est aussi tout le travail que l'on a sur le dumping social. Typiquement, si on a dit aussi que le développement des EMR allait être stratégique, c'est parce qu'on voit bien que c'est la première fois en France qu'on a une exploitation offshore qui se passe, économique offshore, qui se passe devant nos yeux, sous notre littoral. Si on n'est pas capable de générer de l'emploi, de générer de l'activité avec cette activité, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Et d'où la protection nécessaire contre le dumping social, et puis d'autant plus nécessaire que les relations intra-européennes, je ne vous l'apprends pas, se font dans le cadre du droit international, pas du droit européen. Il n'y a pas de droit européen social qui relie nos États, et c'est quelque chose sur lequel nous avançons. Voilà, donc un peu ce que je pouvais vous dire à ce stade. Merci. François Lambert, vous êtes directeur général de l'ENSM depuis bientôt 3 ans. Vous avez surtout, oui, mention importante, vous avez participé à la rédaction du rapport Schoenvar, notamment sur le chapitre concernant les marins, leur formation et leur formation et et leur emploi. 2 recommandations ont été émises par vous. Il s'agit des contrats d'engagement de service maritime, contrats d'engagement de service public ou pas. Je crois que dans le rapport, il y a à certains endroits, vous parlez de service d'engagement à servir, enfin de service public. Est-ce que vous pouvez nous clarifier cette proposition du rapport Schoenvar ? Bien, merci. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en si grand nombre. Je vais commencer, Michel, par des excuses. Monsieur le député, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser parce que j'avais des idées très claires sur les flottes stratégiques. Comme tu l'as rappelé aimablement, Jean-Philippe, c'est un sujet que je connais un petit peu, puisqu'en 2016, il y a un député qui s'appelait Arnaud Leroy, qui a structuré un texte de loi qui est sans doute l'un des textes les plus importants des 2 dernières décennies en matière maritime. Et on s'était mis d'accord sur le fait que la loi devait prévoir cette flotte stratégique. Et puis, il a fallu un rapport qui a eu lieu, qui a été commis par Patrick Augier, qui était à l'époque à votre place amiral, secrétaire général adjoint à la mer. Ouais, secrétaire général par intérim aujourd'hui, mais il était secrétaire général adjoint. Et par Eric Banel, qui était au secrétariat général de la mer également. Ou pas encore, peut-être qu'il était armateur de France, mais enfin, peu importe. En tout cas, il définissait les modalités de l'évaluation de cette flotte stratégique. Ils avaient travaillé avec le Conseil supérieur de la marine marchande et finalement, la question qui se posait était assez simple. C'était celle de la criticité au regard du nombre de navires, du type de navire qu'on pouvait avoir. Et donc moi, je me suis engouffré dans cette brèche-là pour véritablement comprendre que la flotte stratégique, c'était quelques unités, quelques navires. Et comme vous l'avez tous très bien dit, je m'inquiétais à chaque fois sur vos interventions parce que vous parliez beaucoup des navires et peu des marins. Et le plus important dans la flotte stratégique, ce sont les marins. Ce sont les marins, c'est-à-dire vous qui êtes plutôt en 2e partie d'amphithéâtre. Vous, parce que finalement, au-delà de la capacité à réquisitionner, à mobiliser, comme tu le disais, nous avons besoin de compétences humaines. Et donc, je suis effectivement parti sur cette voie-là, avant de voir toute l'étendue du sujet que vous avez bien voulu présenter dans votre rapport, qui est beaucoup plus complexe, cette première vision. Mais c'est effectivement un sujet auquel je me suis accroché et que je vais essayer de développer ici. Alors, certains ont pu penser que je voulais fonctionnariser la flotte. Peut-être, Michel, tu l'as pensé également. Mais non. J'ai vu le mot public. Oui, mais public ne veut pas dire nécessairement que vous viendrez tous fonctionnaires. J'ai pu être tenté de le faire, mais c'est pas le cadre pour en parler. Non, je vous rassure, c'était pas le but. Le but, c'est d'arriver à comprendre qu'il y a des forces importantes, côté public et côté privé, que la dichotomie entre les 2 mondes, elle n'a pas vraiment de sens. Regardez, si vous n'avez pas regardé la télévision hier soir, remettez-vous ce qui est passé sur les chaînes nationales à 20h. C'est pas vraiment l'intérêt, c'est pas vraiment de savoir si on fait partie de la marine nationale ou de la marine marchande.
L'intérêt, c'est de savoir pourquoi on se bat, si on veut vivre toujours dans les mêmes conditions, donc à des conditions similaires à celles qu'on a pu connaître au cours de ces dernières décennies. Alors, je me suis intéressé effectivement à des modèles qui existent de maintien dans l'emploi après des études. Alors, il y a le principe de l'École nationale d'administration, l'INSP aujourd'hui, le principe de l'École normale supérieure, où en fait on doit du temps à l'État. C'est pas forcément la vocation de l'ENSM. En revanche, l'idée est de proposer dans ce cadre, mais ça n'a pas encore été mis en œuvre aussi. Moi, je reste très prudent sur les modalités. J'ai compris l'engagement d'Armateurs de France, Laurent, et je t'en remercie. Ce sera bien qu'on puisse le travailler ensemble aussi pour savoir exactement les modalités de cette promotion. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent, issus de l'École nationale supérieure maritime, en formation à l'École nationale supérieure maritime, de leur faire profiter d'un allègement dans les paiements de droits de scolarité, voire d'une allocation, comme c'est le cas pour les élèves, les étudiants en médecine, autour d'un contrat d'engagement qui fait que vous vous engagez à rester sous pavillon français, dans un vivier de la flotte stratégique pendant un certain nombre d'années. Parce que, vu qu'on est entre nous, on va se le dire, il y a un problème dans la marine marchande qui est récurrent, qui n'est pas nouveau, mais qui est celui de la volatilité de ces personnels. C'est-à-dire que, fort de votre diplôme, vous pouvez tout à fait décider, à l'issue de cette école, de ne pas naviguer. Alors évidemment, je ne vous invite pas à cette considération. D'abord parce que je me ferai taper sur les doigts par Armateurs de France, et que j'ai pas envie. Et ensuite, parce que ça n'est pas tout à fait cohérent par rapport à votre parcours. Vous avez une compétence qui est rare, cultivez-la, maintenez-la, développez-la, et le moment venu, reconvertissez-vous. Bien entendu, mais naviguez le plus longtemps possible pour acquérir un maximum de compétences. Et donc, dans ce cadre-là, considérant la volatilité qui peut exister, l'idée est bien de lier les élèves à un certain niveau de leur scolarité, que j'ai défini, mettons la 2e année pour les monovalents et puis la 3e année pour les polyvalents, et de leur proposer de rentrer dans ce vivier de la flotte stratégique. C'est une réforme qui est une réforme d'ampleur, et donc qui ne me concerne pas que moi, même en ma qualité de directeur de l'école. Et donc, ça n'est qu'une proposition. Je rappelle que j'ai été nommé intuitu personné, donc pas comme directeur général de l'école, pour travailler sur ce rapport. Moi, j'y crois fermement. J'y crois fermement parce que je pense qu'on est dans un moment où il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la question de l'autorité. L'autorité de la chose jugée, l'autorité scientifique, l'autorité de la force publique, et puis l'autorité aussi dans le domaine de l'éducation et la place que doit aussi prendre l'école nationale supérieure maritime dans la flotte de commerce. Et cette belle idylle qui peut exister entre le pavillon français et l'école, elle n'est qu'une exception dans ce que certains, plutôt dans la première partie de l'amphithéâtre, ont pu connaître durant leur carrière. Parce qu'il y a des cycles. Parce qu'il y a des fois où il n'y a plus d'embarquement possible. Parce que tu l'as évoqué, Laurent, le pavillon, il a été soumis à rude épreuve. S'il n'y avait pas eu le RIF, il n'y aurait pas de telle perspective d'emploi. Le doublement du nombre d'officiers de la marine marchande, il est lié à cette très bonne dynamique du nombre d'officiers diplômés par l'école. Il est lié à cette très bonne dynamique que l'on doit poursuivre. Et l'emploi est quasiment garanti à date. Il y a un besoin d'officiers de la marine marchande, de 9000 officiers aujourd'hui, de 35 000 d'ici à 2030. Donc moi, je suis pas très inquiet sur les perspectives d'emploi. En revanche, dans le lien entre le pavillon français et l'école, je crois qu'il est temps de se poser la question, pas de le faire, c'est pas à moi d'en décider, de le formaliser autour, possiblement, de ce contrat d'engagement maritime. Monsieur le député, vous avez également imaginé d'autres dispositifs. On a parlé ensemble de l'apprentissage, des 10 formations. L'apprentissage est aujourd'hui pas forcément promu, c'est pas à moi de parler pour Armateurs de France, mais n'est pas forcément promu chez les armateurs parce que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Et évidemment, on sait pourquoi, puisque ils vont pas revenir toutes les 3 semaines pour revenir sur les bancs de l'école. Mais il y a peut-être des possibilités de le développer ainsi. Donc moi, je me tiens à la disposition, évidemment, du gouvernement et d'Armateurs de France pour cultiver cette proposition, l'étayer,
L'analogie avec l'hôpital me paraît pas complètement absconse. Ça a pu marcher pendant un temps, et on est capable à partir de ça aussi de moduler on en parlait Amiral ce matin, une meilleure connaissance de notre base. C'est-à-dire la masse critique dont on parle, elle est assez limitée. 176 élèves en première année à Marseille, 64 au Havre, 60 à Saint-Malo. Sur des formations qui sont connues. On a de la formation professionnelle aussi, mais ça nous permet de faire ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et de dire, dans le cadre d'un conflit armé, mais aussi possiblement dans un temps de paix, voilà ce dont on dispose et voilà notre capacité souveraine. Donc voilà ce que ça représentait pour moi la flotte stratégique. J'ai vu un peu plus loin que ces horizons-là, monsieur le député, grâce à votre rapport et grâce au travail que vous m'avez permis de relire et de reprendre à certains endroits. Et je serais très heureux qu'on puisse en rediscuter, puisque le rapport date de 2023. Et on se le disait entre nous ce midi, la situation actuelle nous invite à reprendre ces lignes et ces propositions pour en faire peut-être des propositions utiles à destination de la nation. Merci François. Je vais chercher le micro justement pour permettre à monsieur le député de répondre. Et puis, ce sera aussi l'occasion, assez rapidement, de faire le point sur l'état d'avancement de vos différentes propositions. Merci. Je voudrais, à l'issue de l'intervention de François, dire à quel point c'est de cette manière-là que nous pouvons progresser. Et quand je dis de cette manière-là, quelle était la manière ? C'est qu'au départ, avec François, nous avions évidemment des divergences. Mais c'est parce que nous avions des divergences que nous avons pu progresser. Et c'est parce que finalement nous avons trouvé les conditions pour nous permettre de travailler en équipage que nous avons réussi. Et ces conditions, lesquelles étaient-elles ? C'est que si vous mettez au-dessus de la pile l'intérêt supérieur de la nation, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et nous avons fait ce chemin ensemble. Nous avons... et sur toute la partie RH, formation, vous avez fait un travail remarquable. Nous sommes, j'allais dire, parfois même opposés ensemble, mais ce qui est important, c'était ça. C'était de se dire à un moment donné, si on est tous d'accord, quel intérêt ? On confronte les opinions, on sort les idées majeures et on avance. Et on l'a fait en équipage, et je vous en remercie, monsieur le directeur. Le deuxième point, puisque vous me le proposez, parce que c'est quand même la question initiale, où en est-on ? Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de regarder une première diapo. Voilà où on en est. Et quand vous voyez cette diapo, vous voyez que personne n'a fait semblant. Il y a aujourd'hui 64% des 40 recommandations qui sont soit déjà traitées, soit qui sont en passe de l'être. Et vraiment, c'est quand même une des grosses réponses à la question d'aujourd'hui. Où en est-on ? Et la deuxième diapo, c'est pour vous montrer la complexité de l'affaire et pour comprendre pourquoi, dans les recommandations, j'avais émis l'idée qu'il fallait une structure interministérielle qui soit capable, sous l'autorité du Premier ministre, d'avoir une vision générale. Cette structure, c'est le SGMER. On a la chance d'avoir un outil merveilleux. Il ne m'appartenait pas de dire SGMER, m'appartenait de dire nous avons besoin d'une structure. Et voilà, quand vous voyez la complexité de cette affaire, regardez, et quand vous voyez aujourd'hui à quel point les 64% sont déjà des étapes plutôt bien atteintes, je crois qu'on peut être satisfait. Satisfait, j'ai cité tout à l'heure DG AMPA. Évidemment, acteur important dans ce travail, mais il y a tous les autres. Évidemment, la Marine nationale, pour lesquels tout ce travail, y compris sur les ESR. Ça paraît idiot ce que je vais dire, mais en même temps, c'est tellement vrai. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de notre flotte de câbliers, la première du monde, Orange Marine ASN. Cette flotte de câbliers, pour Orange Marine par exemple, vous avez des équipages qui sont majoritairement malgaches. C'est un exemple tout bête.
Il se trouve qu'actuellement, à Madagascar, il y a des Russes qui expliquent aux Malgaches que finalement, les îles éparses pour les Français dans le canal du Mozambique, ça va pas. Il faut revendiquer. Donc ça veut dire que vous avez à bord d'un équipage dont on considère qu'il a un caractère éminemment stratégique, 450 câbles de communication dans le monde, 95% de la communication Internet, elle se fait avec ces câbles. C'est éminemment stratégique. Et donc, pour le coup, si demain, on a nécessité d'envoyer un câblier réparer quelque chose qui est éminemment stratégique et que vous avez l'équipage qui dit « absolument pas », moi, mon pays me dit qu'il ne faut pas. Comment fait-on ? Et là, on se retrouve avec cette logique de pavillon français, engagement à servir dans la marine, montée en réserve des marines. On en a parlé très, très, très souvent avec l'amiral Janico. Montée en puissance des réserves de la marine, dans la marine, pas seulement d'ailleurs à partir de l'ENSM, hein, à partir de tous les gens qui vont en mer. C'est-à-dire que les lycées maritimes, évidemment, parce que les équipages sont constitués de gens issus des lycées maritimes, parce qu'on peut les attirer avec des préparations militaires et qu'ensuite, ils peuvent avoir envie de signer un ESR avec la marine, tout comme vous, les élèves officiers et les officiers de demain. Et avec tout ça, vous constituez sous uniforme français, sous pavillon français, avec les garanties qui vont avec, un équipage qui va permettre de remplir la mission dans une situation qui, évidemment, n'est pas une situation traditionnelle. Donc, toutes ces réflexions, il fallait les mener à leur terme et reconnaissons que le travail qui a été mené, c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez tous les acteurs et tous ceux qui, autour de la table, ont fait en sorte que nous en soyons à ce stade. Il faut poursuivre. L'amiral Rialan le fait avec toutes les équipes. On aura une prochaine, vous l'avez rappelé, amiral, une prochaine conférence nationale maritime. Et le fait qu'on travaille tous en équipage au service d'un seul idéal, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et ce seul idéal, c'est ce qui doit nous animer, notamment parce que les années à venir ne vont pas être faciles. Merci beaucoup. Amiral, sur l'état d'avancement des recommandations du rapport Chenevard, pour celles qui vous concernent, quel bilan ou quel point d'étape souhaiteriez-vous exprimer ? On a encore du boulot devant nous, hein. C'est clair. Mais au moins des orientations. En tout cas, les orientations, je les ai données, je les ai exprimées tout à l'heure par rapport effectivement à la réalité des besoins. On est en train d'affiner les choses. On s'exprime officiellement sur le sujet. On est évidemment présent pour les conférences nationales maritimes et on soutient complètement la démarche conduite par le SGMR, effectivement, pour permettre d'aligner les volontés, de trouver les bons compromis et effectivement d'avoir une véritable approche interministérielle. Donc on a besoin effectivement que tout ça soit conduit par le SGMR sous effectivement cette ligne de command and control, si vous me permettez ce terme militaire du Premier ministre, pour garantir cette approche interministérielle. Voilà, donc je trouve qu'on avance plutôt pas mal. Ça dialogue bien. Et nous, on voit effectivement beaucoup plus clair dans les besoins, évidemment, à l'aune des pressions auxquelles on est soumis, à l'aune de l'expérience récente et de ce que l'on est capable également de prolonger. Parce que, en fait, quand on prépare l'avenir, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe aujourd'hui, d'identifier les signaux faibles et d'être capable de dire, OK, ces signaux faibles, ils sont annonciateurs de ce que l'on va rencontrer dans 10 ou 15 ans. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de faire un peu de prospective, de travailler avec des méthodes de scénario pour, du coup, être en mesure d'identifier nos besoins et après de les exprimer et d'être présent autour du secrétariat général de la mer pour que effectivement on atteigne les objectifs. Donc je note, mais peut-être que Éric Janico le dira aussi de son côté. Parmi certaines mesures qui sont lancées, il y en a pas mal qui ont trait à des aspects RH avec des conclusions et des avancées concrètes
avec la direction du personnel de la marine. Voilà. Donc, encore une fois, quand on se compare, on se console, et il faut continuer et il faut accélérer sous la tutelle du SGMR. Merci, amiral. Pour ce qui concerne les armateurs de France, en matière d'action réciproque, de réciprocité entre la marine nationale et la marine marchande, en matière de rapprochement, donc à la fois opérationnel et culturel des marins, quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, on a découvert qu'on a changé d'époque, parce que avant, on était dans un monde où il y avait quelques endroits sur le globe où il y avait des actes de piraterie, et donc il fallait avoir une vigilance accrue, il fallait que nos bateaux soient formés, que nos marins soient formés, il fallait qu'on soit au courant avec les échanges d'informations qu'on avait avec les différentes marines de où c'était dangereux ou pas. Mais c'est vrai que c'était encore le principe de la libre circulation. Aujourd'hui, ce que la marine marchande est en train d'apprendre, c'est que ce principe, il est plus généralisé, il est plus partout, et que donc on peut être aujourd'hui une vraie cible. Et donc, on doit passer de être vigilant et un peu formé à être quasiment se comporter comme un navire de guerre ou comme un navire sous les ordres de professionnels de la marine nationale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tous ces échanges-là, on est grandement satisfait et respectueux de tout ce qui se fait avec le MICA Center. Et au jour d'aujourd'hui, il y a les échanges entre les principales compagnies qui sont concernées, la CMN, CMA et d'autres. Ponant aussi, donc avec le MICA Center, sont permanents. Et on est très, très satisfait de ces échanges-là. On est très satisfait de toutes les actions de formation qu'il y a derrière ces échanges entre les spécialistes de sûreté de sécurité de la marine marchande et les marins du MICA Center, les spécialistes du MICA Center. Ensuite, on pense qu'il faut continuer. On est déjà dans la coopération navale volontaire, donc on pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. C'est quelque chose qui existe depuis déjà une quinzaine d'années. Il y a un volet informationnel, donc il faut qu'on partage plus d'informations, retour d'expérience pour rendre nos équipages plus réactifs. Il faut qu'on soit capable de mutualiser des compétences et mettre à profit les expertises de la marine nationale. Ça aussi, c'est des éléments qui sont très importants. Et il y a aussi manifestement maintenant un volet opérationnel sur lequel il faudrait qu'on arrive à mettre un pied, parce qu'on n'y est pas encore. Conduite d'exercices communs, quand on nous dit qu'il faut faire des zigzags, je suis pas certain que si on l'a pas fait avant, on sait le faire correctement. Soutien à l'augmentation du nombre de réservistes, soutien au développement de passerelles dans le cursus de formation. Donc on est totalement au fait que c'est quelque chose qu'il faut prévoir pour l'avenir. La sécurité pour une compagnie maritime sur la mer, c'est essentiel. Donc, on avait un niveau de sécurité lié au climat. Maintenant, il y a un niveau de sécurité lié au climat et à la géopolitique. Donc, on va intégrer tous ces éléments-là. Et effectivement, il faut qu'on arrive à se professionnaliser beaucoup plus sur ces sujets-là. Bon, alors, on compte sur la marine nationale pour nous former, mais pour se former, il faut être deux. Et il faut un formateur et des élèves. Donc, on sera les élèves et on est prêt à continuer à travailler là-dessus. Merci. Amiral, une précision ? Donc, pour la préparation opérationnelle, ce qu'on appelle la haute intensité, je vous invite à suivre ce qu'on fera effectivement à la fin du mois de mai dans le cadre de l'entraînement Polaris qu'on fait en Atlantique, où on a sollicité via le MICA Center la participation de certains bâtiments de commerce, voilà, pour les intégrer directement dans notre scénario. Et évidemment, tout ça découle de ce qu'on a pu faire en mer Rouge, etc. Donc voilà, on avance bien en ce sens. Merci. François, à moins que vous ayez quelque chose à préciser. Oui, nécessairement, par rapport à ce que j'ai entendu. Donc oui, on a vu que le rapport avançait, on a vu que il y a des nouvelles mesures qui étaient là, on a vu également qu'on avait des anciens dispositifs qui renaissaient, et c'est très bien. Moi, ce que je retiens aussi beaucoup de la démarche, au-delà des mesures elles-mêmes, c'est quelque part, on a aussi ravivé la CNM derrière, qui elle-même n'était plus utilisée. Et donc, on refait équipe. Et donc, on recrée un collectif autour de ces questions-là, autour du rapport. Et je pense que c'est presque aussi important, finalement, que la mise en œuvre des différentes mesures elles-mêmes, finalement. C'est ce travail, ce collectif. Et c'est un collectif auquel on essaie de donner un écho, parce que c'est bien sûr la CMN, pour y rentrer, c'est l'État.
Et on pense vraiment important qu'il y a un relais aussi vers les marins, vers le volet civil. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire en présentant justement l'avancée du plan au sein du Conseil supérieur de la marine marchande. Parce que sinon, il manque le trait d'union entre les travaux qu'on fait au niveau de l'État et le travail qui est fait au niveau du Conseil supérieur de la marine marchande. Juste ce point à rajouter. François. Merci de cette précision. François, en tant que directeur général de l'Hydro, de l'ENSM, vous êtes membre du conseil d'administration de l'école navale. Et symétriquement, le directeur de l'école navale est également membre du conseil d'administration de l'ENSM. En quoi ces rapports réciproques permettent, dans le cadre des recommandations du rapport Chenevard, de promouvoir le rapprochement culturel des officiers de marine et de marine marchande? C'est une facilité. C'est une facilité qui est très forte. Moi, je suis très heureux de travailler régulièrement avec Laurent Emer, l'amiral Laurent Emer, avec lequel on échange très librement. On a passé, chez lui, le travail qui a été fait par Gersan de Lodimna, une convention avec l'école navale. Donc oui, ça se traduit par des rapprochements qui sont prônés dans le rapport de Yannick Chenevard, en matière de recherche, en matière d'enseignement, en matière d'équipement, en matière de liens armée-jeunesse. Ça n'a l'air de rien, mais je vous le disais, un tantinet ému tout à l'heure, grâce à l'action aussi résolue de l'ancien directeur du site du Havre, qui est poursuivi par la nouvelle directrice, donc Guillaume de Borgard, puis Véronique Carrousse. On a constitué ici, pour la première fois au Havre, un carré dans le cadre des cérémonies patriotiques. C'est pas rien. C'est pas rien. Ce sentiment mémoriel, national, il faut en faire quelque chose. Donc on donne cette possibilité dans le lien avec la Marine nationale par ce biais-là. Mais il est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec le pôle école Méditerranée. Vous savez que l'ENSM, c'est une école sur 4 sites, mais c'est une école. Et donc on travaille depuis Marseille, plus spécifiquement avec le pôle école Méditerranée. On travaille avec des enseignants qui viennent de là-bas, qui sont très attachés au temps qu'ils ont passé à bord des navires ou au sein des écoles. Il y a des écoles des enseignants qui viennent même de l'école navale, François Greenert, qui m'a tout appris, en stabilité, enfin, dans d'autres choses aussi, mais que j'ai rencontré à l'école navale dans le cadre de ma formation comme administrateur. Je crois qu'il faut renforcer ces liens. C'est vrai aussi pour les volontaires officiers aspirants, pour permettre également à certains de nos jeunes de faire des contrats courts dans la marine nationale. Les PMS, évidemment, un bon bilan avec l'engagement de nos enseignants. Je pense à Laurent Salvati à Marseille, qui fait un très gros travail. Et puis, plus largement, je crois qu'il faut qu'on puisse séquencer un petit peu nos différentes approches. Alors, c'est ce qui m'a conduit à écrire avec l'accord de notre président de conseil d'administration, à l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine l'an dernier, autour de différents axes. Le rapport et le fleuve stratégique, ce qu'on pouvait mettre en œuvre qui était issu du rapport, mais également les enseignements, ce dont je vous ai parlé, croisés. On a la direction des études qui est allée faire un tour à l'école navale pour voir quel type de pratique il y avait. On est prêt aussi à faire et d'ailleurs à gagner contre les marins de la marine nationale sur les compétitions de voile. Je les mets au défi. Mais enfin, pas moi, parce que moi je suis nul en voile, mais nos élèves les mettent au défi. Je parle en leur nom. On a le Grand Prix de l'école navale, on se risquera pas, mais on a l'Hydro Sailing Team ici qui invite régulièrement les jeunes marins. On a le sujet de la reconversion. On en parlait ce matin, amiral. C'est absolument fondamental. Là, je pense qu'il faut que la DG AMPA et l'état-major de la marine puissent non pas systématiser. Il s'agit pas de travailler à ce qu'il y ait un concours chaque année, mais bien de permettre à des gens qui souhaiteraient passer de l'une à l'autre. Vous me donniez, amiral, l'exemple portugais ce matin. Je suis très, très curieux de voir comment ça se passe, mais comment les compétences civiles sont réputées acquises dans le cadre d'une formation militaire. Et puis, plus généralement, et je veux saluer le travail qui est fait par le commandant de la marine au Havre, l'intégration territoriale, c'est fondamental. Toutes les manifestations qui se font en lien avec l'IHEDN, avec d'autres acteurs, peuvent intéresser nos élèves, nos personnels. Et donc, ça se traduit comme ça.
J'aimerais dire un dernier mot qui n'a rien à voir, mais vous parliez tout à l'heure, monsieur le député, de l'esprit d'équipage et qui dépasse aussi le cadre de la navigation. Il y a ici Marie-Christine Méchet qui travaille au GICAN, groupement de l'industrie de la construction et activité navale. Le président de la République hier parlait du réarmement, du besoin qu'il a de voir les industriels de la défense. Vous avez évoqué, on en a parlé ensemble, la base industrielle de technologie maritime, qui est inspirée très directement de ce qu'a construit la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, autour de la base industrielle de technologie et de défense. Et je pense que c'est un concept qui est absolument fondamental et qu'on devrait pouvoir promouvoir aussi dans le travail de suivi du rapport, parce que la DGA, on parle tout le temps de l'atome, on parle tout le temps du nucléaire, mais c'est aussi l'assurance vie que nous pouvons avoir sur notre autonomie stratégique. Donc une base industrielle de technologie maritime autour des grands champions nationaux dont on dispose et parfois dont on ne connaît pas le nom, parce que c'est pas uniquement les grands groupes. Il y a une myriade de petites entreprises, petites moyennes entreprises et de TI qui travaillent au quotidien et qui se révèlent des acteurs parfaitement stratégiques dans cette chaîne et pour lesquels vous allez peut-être un jour travailler. Parce que dans votre conversion, il faut aussi que vous y pensiez. Votre compétence maritime, dans ces entreprises, elle est fondamentale. Et donc, je veux vraiment dire à quel point, une nouvelle fois, le suivi de ce rapport me semble parfaitement en adéquation avec le moment, la difficulté du moment que nous vivons dans un conflit qui a lieu en Europe et qui a diamétralement changé depuis quelques semaines avec l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Merci François. Merci à tous les 5. Je ne vous épargnerai pas la séance des questions, donc je vais me tourner vers la salle. Ah, une question. La marine marchande, comme la marine nationale, sont composées par, à tout niveau de l'organigramme et de l'organisation, par des personnes qui ont quand même un bon melon, parce qu'il en faut, pour naviguer. Mais est-ce que ces deux entités sont capables de garder ce statu quo, ou s'il faudrait créer une tierce entité, comment ou quel nom on lui donnerait ? Marine marchande, marine nationale, marine marchande nationale ? Je ne me risquerai pas la définition du melon. J'ai des réponses tranchantes aussi, mais là, je connais mes forces et mes faiblesses. N'est-ce pas ? Non, mais je pense pas que c'est les deux, mon capitaine, même si tu n'es pas encore breveté, mais c'est les deux. C'est la marine marchande et la marine nationale. Il n'est pas question de leur faire perdre leurs identités respectives. D'ailleurs, je crois que personne n'a dit ça aujourd'hui. L'idée d'un vivier de la flotte stratégique que je défends, puisque c'est peut-être ça que tu ciblais, moi, me fait pas dire qu'on fait disparaître les bateaux gris au profit des bateaux de toutes les couleurs, un bateau blanc. C'est pas l'objet. L'idée, c'est d'arriver à structurer une culture commune. Après, effectivement, il y a une autorité, une coordination. Dans le travail de suivi, de préparation, c'est le secrétaire général de la mer qui s'en occupe, qui est dans le suivi. Ce qui ne veut pas dire que le secrétaire général de la mer, il est complètement au-dessus de tout le monde. Il dépend du Premier ministre et il y a un travail de coordination qui est opéré. De la même manière, il y aura un travail de coordination à opérer sur ce visier. Dans ma proposition, je plaide pour que ce soit complètement au ministère de la mer, parce que je suis un aficionados de la question maritime et porté par un ministère avec une politique publique de la mer, mais qui exclut la question militaire. Moi, j'ai jamais été dans une hégémonie qui m'a amené à dire qu'il fallait que la marine nationale soit sous l'égide du ministère de la mer. C'est une hérésie. Le ministère des Armées et en son sein, la marine nationale sont une entité à part. Et je pense qu'il ne s'agit en aucun cas de fusionner quoi que ce soit. Quant à la qualité des chefs, moi j'ai vu au contraire, surtout dans ce qui a été décrit ici, une très grande humilité, une très grande proximité avec les réalités de terrain. Donc pas de procès d'intention. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des caractères particuliers partout, dans le civil, dans le militaire. Et je pense que justement, c'est en temps de crise qu'on arrivera à mesurer la capacité des uns et des autres à s'entendre à une échelle de coordination bien identifiée. Non, je réponds avec évidemment le sourire sur la question formulée, parce que évidemment c'est intéressant de le formuler de cette façon-là. Pendant que vous la formuliez, je me disais, tiens, un nostalgique de la marine des Indes,
voyez, des navires civils qui étaient armés. Ça faisait un mélange, mais non, plus sérieusement, et pour répondre à votre question, aujourd'hui, les missions ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir à un moment donné des missions communes, mais il y aura toujours une autorité d'emploi. Le grand sujet, c'est pas de savoir comment on fusionne les choses, c'est de savoir comment, en fonction des missions qui sont confiées, les marines se développent et à un moment donné, parce qu'elles ont ce travail commun dont nous venons de parler, elles sont capables, au service du pays, de remplir les missions pour lesquelles elles peuvent être missionnées. Et ce travail de préparation, d'organisation sous l'autorité du SGMR, avec la complémentarité de tous les acteurs. Vous avez vu la diapo tout à l'heure. On a compris que c'était un peu complexe l'affaire. Mais ensuite, dans les situations de crise, de toute façon, il n'y a jamais qu'un chef. Plus vous avez de chefs, plus c'est le bazar. Donc finalement, un chef, une mission, et c'est pas mal. Bonjour Brigitte Bornemann, merci beaucoup pour cette réunion passionnante. Ma question se rapporte à la flotte stratégique pour les câbliers que vous avez évoquée. Quand peut-elle se mettre en place, d'une part, et comment interviendra-t-elle en haute mer, par exemple, pour les câbles, pour les data centers, pour les parcs éoliens en mer, etc., etc. Oui, je vais répondre. C'est moi qui ai mis en avant le sujet. Je vais vous lire c'est une communication, hein, donc on pourra vous donner les éléments. Hein. Une communication qui introduit une série de mesures visant à renforcer la sécurité et la résilience des câbles sous-marins. Effectivement, 95% des données intercontinentales se font via les câbles, c'est peut-être même 100%. Il est notamment proposé la mise en place d'une flotte de réserve européenne polyvalente de navires câbliers. Donc une flotte de réserve, donc ça veut dire qu'ils vont identifier quelques câbliers. Ces navires doivent être en mesure d'intervenir dans le cadre d'autres crises et étant intégrés au mécanisme de protection civile de l'Union européenne, ça s'appelle RESC-EU. Donc le financement de cette flotte pourrait être assuré par le programme Connecting Europe Facility en synergie avec d'autres fonds, en particulier les fonds de cohésion en collaboration avec les États membres intéressés. Donc quelque part, j'ai envie de dire, voilà, on identifie ce que j'ai dit, une mission, un type de navire et sûrement, quand on dit financement, on dit un mode contractuel. Hein. Pour moi, ça reste, vu des armateurs, c'est la colonne vertébrale de comment est-ce qu'on doit à ça rajouter des gens fiables et formés, et vous avez une flotte de commerce stratégique qui travaille au service de son pays ou de l'Europe. J'apporte peut-être juste une illustration, en fait. Des navires câbliers d'opérateurs français qui devaient conduire des opérations de réparation sur des câbles dans la zone de l'océan Indien, etc. Donc, évidemment, l'armateur se tourne vers celui qui est capable d'établir une appréciation de la menace dans une zone. Donc, il se retourne vers l'Indien, qui est le commandant de zone maritime, et on lui donne des éléments d'appréciation de la menace qui lui permettent d'éclairer sa décision ou non d'aller intervenir sur tel ou tel câble sur lequel on lui a demandé d'intervenir. Alors le sens de tout ça, au-delà de l'aspect de flotte de déclinaison européenne pour les câbliers, c'est que il y a peut-être des situations, effectivement, où on aura besoin d'aller effectuer une réparation dans un endroit compliqué. Il y a un missile balistique qui était tombé pas très loin du cargo Rubimar au printemps. Le cargo est un peu fragile, donc un missile, quand ça tombe à l'eau, ça éclabousse, donc on règle le problème avec un coup d'essuie-glace. C'est pas trop problématique, sauf que là, le bateau étant fragile, il y a une onde de choc qui a provoqué des problématiques sur les tombeaux et la ligne d'arbre, et il y a de l'eau qui est rentrée dans le Rubimar qui a coulé. Voilà, mais avant de couler, il avait mouillé et son ancre a dragué et a coupé un certain nombre de câbles quasiment devant Alodeida. Donc voilà. Donc on peut très bien se retrouver demain dans d'autres situations où effectivement il y aura nécessité d'aller réparer des câbles dans des endroits particulièrement compliqués, et à ce moment-là, on sera peut-être nous sollicités pour assurer une couverture et la protection des bateaux, comme on l'a fait en mouvement au milieu de la mer Rouge, sauf que quand on fait une opération de réparation, c'est encore plus critique parce que là, tout le monde est statique et on peut plus bouger. Voilà, donc tout ça a quand même pas mal de sens, c'est bien.
Donc bonjour, j'ai une question concernant vous avez beaucoup parlé de la formation des officiers de la flotte de réserve et de la flotte nationale, mais vous ne parlez peu des hommes d'équipage, car sur nos navires marchands, nous sommes beaucoup confrontés avec des marins philippins. Vous avez, monsieur le député, il me semble, évoqué les marins d'Orange malgaches. Qu'en est-il de la formation pour la flotte stratégique de marins français, hommes d'équipage, Bosco ou simples matelots? En quelques mots, merci de revenir sur ce sujet. C'est ce que je disais précédemment. Je pense qu'on a intérêt, y compris à partir des lycées maritimes, à faire en sorte que nous puissions permettre à ceux qui sont dans les lycées maritimes, qui vont constituer les équipages, Bosco, etc., de faire leur préparation militaire et ensuite, s'ils le souhaitent, de signer un ESR. C'est ça l'idée. L'idée de manœuvre, elle est plutôt simple. C'est que finalement, on a la chance d'avoir une école qui forme des officiers de marine marchande, d'avoir des lycées maritimes, et donc quelque part d'avoir, des Français qui, à un moment donné, si toutefois on leur permet de faire ce choix, si on leur permet à un moment donné de trouver la bonne direction avec une PM ou une PMS, de se dire, moi j'ai envie de continuer à servir comme ça, et à ce moment-là, de se retrouver dans cette réserve, et pour le coup, dans cette réserve opérationnelle. Je me permets juste de rajouter un petit complément. C'est que la réserve, et je vous le dirai tout à l'heure, mais je peux vous le dire dès maintenant, offre de nouvelles opportunités parce qu'aujourd'hui, on est une réserve. D'abord, on est sur un périmètre où on va doubler la réserve. Dans la marine, on vise une réserve à l'horizon 2035 de 12 000 hommes, hommes et femmes, là où on était à 4 500 il y a 3 ans. Donc, on a une forte courbe de montée en puissance. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la réserve permet de rappeler du réserviste, de l'expert, jusqu'à 72 ans. Depuis la loi de programmation militaire, en fait, on a augmenté l'âge. Alors, je dis pas qu'il faut absolument rappeler du Bosco à 72 ans, mais en fait, ça ouvre aussi la possibilité sur des gens qui sont dans une carrière, dans une nouvelle carrière, de rester liés au monde maritime parce qu'ils ont acquis cette expérience, et le jour où on aura besoin d'eux, on pourra aller aussi les chercher. Merci. Merci pour cette question, parce que alors c'est le lieu peut-être qui fait qu'on parle beaucoup des officiers, mais c'est une vraie question. Avant de pouvoir entrer dans la réserve, il faut qu'on arrive à maintenir nos marins. Il faut qu'on arrive à maintenir quelque part la formation et l'emploi des marins. Et les outils entre les officiers et entre les personnels d'exploitation sont pas exactement les mêmes. Sur la flotte internationale, les officiers français ont une excellente réputation. Ils peuvent travailler sous pavillon français, ils peuvent travailler sous pavillon étranger. Et d'une certaine manière, il y a un marché de l'emploi qui est assez florissant. Sur les personnels d'exploitation, la question est beaucoup plus sensible que celle-là, parce que donc on a des endroits, des viviers finalement de recrutement, et un des objets des politiques publiques, c'est précisément de les conserver, de les développer. Quand je vous parlais, on a eu des politiques sur les ferries, où c'est un endroit où on trouve pas mal de personnel d'exploitation, pour le coup. Mais quand je vous parlais des énergies marines renouvelables tout à l'heure, et des enjeux qu'il y a à faire en sorte qu'on développe, pour le coup, une activité sous pavillon, une activité sous la nationalité, et qu'on forme des marins pour aller dans les EMR, et donc d'une certaine manière aussi qu'on se protège d'une certaine forme de concurrence internationale que l'on a, mais sur les salaires, très, très pragmatiquement, par la lutte contre le dumping social, ça correspond exactement à cette logique de maintenir un vivier et de défendre les emplois. Et à partir de là, les gens peuvent rejoindre ensuite la réserve s'ils le souhaitent. Mais la base, c'est d'avoir les marins. D'où la complémentarité. C'est un des sujets qu'on a abordé aussi dans le cadre du contrat d'objectif, c'est la complémentarité avec les lycées maritimes. C'est-à-dire que la mer, et merci de le souligner, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est trop souvent loin de nos préoccupations à l'ENSM, mais la mer est encore un des secteurs d'activité dans lesquels on peut commencer matelot et finir par commander le navire. C'est vrai dans la marine nationale, il y a des très belles histoires qui existent.
C'est un petit peu moins vrai dans la marine marchande, mais ça doit pouvoir rester vrai et on doit pouvoir renforcer cette vérité. Donc dans le lien, si la souveraineté, si la question de la souveraineté et de la stratégie est un biais utile pour nous permettre de faire réaliser ce type de parcours, c'est très bien. D'où aussi notre implication avec au sein le conseil d'administration s'est impliqué sur la formation professionnelle. Les armateurs présents ici, d'ailleurs, sont tous très attachés à ce qu'on puisse préserver cette dynamique en formation professionnelle. Donc, le but d'un matelot, c'est pas nécessairement de devenir officier, mais c'est une possibilité qui lui est donnée. Et donc, plus on mettra en avant cette complémentarité, mieux ce sera appréhendé par le grand public. Et plus on pourra redévelopper les personnels d'exécution. Je rappelle qu'il y a un dispositif qui avait été mis en place en 2020 pour le soutien au pavillon français, le CEAM, et qu'il couvrait aussi les personnels d'exécution. Parce que c'était une demande des organisations syndicales représentées ici, bonjour Pierre, qui ont permis aussi de prendre conscience que la force d'un pavillon, ce n'est pas uniquement les personnes qui cheffent en passerelle ou à la machine, mais c'est bien une complémentarité évidente. Et là-dedans, je me permets de faire un tout petit peu de géopolitique. Vous avez embarqué et vous avez développé un niveau quasi bilingue en philippin. Cette compétence, il n'est pas évident qu'elle reste, que vous l'utilisiez toute votre vie. Parce que quand la Chine s'éveillera, comme disait l'autre, il n'est pas impossible qu'on ait à trouver d'autres viviers pour avoir des personnels d'exécution. Ça peut être des personnels français, si la démarche est entreprise, mais ça se fait pas d'un coup d'un seul, parce que c'est pas, Marie-Christine, tu le sais très bien, hein, c'est comme être soudeur, hein, ça s'apprend pas en 2 minutes. Il faut mettre en place des filières, et c'est dur à trouver. Mais ça peut être aussi d'autres types de pays dans lesquels nos zones d'intervention ont été à une époque beaucoup plus fortes, et je pense évidemment à l'Afrique francophone, avec lesquels on a aujourd'hui coupé un certain nombre de ponts, ce qui, moi, m'interroge sur notre capacité souveraine dans le développement et le maintien de la capacité de notre pavillon. Monsieur le député amiral, il est courant qu'en France, on regarde d'abord la France. Cependant, avez-vous l'occasion dans vos missions actuelles de faire ce qu'on appelle vulgairement du benchmark ou de l'analyse comparative en bon français? Est-ce que des expériences menées et conduites dans d'autres pays vous ont inspiré ou peuvent vous inspirer? Hier, Éric Girard nous a longuement parlé de l'exemple américain, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, évidemment, mais pour 2 raisons. La première, naturellement, et je continue, puisque en fait, on a un certain nombre de rendez-vous qui sont calés à l'échelle européenne pour essayer de regarder comment ça se passe chez nos voisins, car c'est souvent en regardant comment fonctionnent nos voisins qu'on peut également continuer à s'améliorer. Mais je reviendrai très, très, très en arrière. Je crois que c'était le 2 ou le 4 avril 1982, juste pour que nous puissions nous rappeler comment la flotte qui est partie d'Angleterre pour aller au Malouines était composée. C'était quasiment 50% des bâtiments de combat et 50% de navires civils. Navires civils qui avaient d'ailleurs fait l'objet de transformations importantes dans les arsenaux britanniques. Je parle volontairement du terme dans les arsenaux. Et d'ailleurs, un certain nombre de bateaux civils avaient emporté des Sea Harriers, c'est-à-dire des avions à décollage vertical. Rappelez-vous ces images où vous voyez, c'est l'Atlantic Convoyeur, où vous avez des conteneurs qui sont sur le pont et qui protègent les Sea Harriers qui sont au milieu. Donc, en réalité, d'abord... je vais dire nos amis anglais, parce que souvent, on a un mauvais souvenir de quelques batailles. Mais nous en avons gagné pas mal aussi. Mais nos amis anglais ont une qualité majeure. Ils sont pragmatiques. Ils n'ont pas l'esprit tortueux. Ils ont un objectif et ils se disent comment est-ce qu'on atteint l'objectif et ils se donnent les moyens. Rappelez-vous dans quelles conditions était la marine royale britannique en 1982. Il faut se souvenir que au Malouines, l'annonce du désarmement d'un tout petit bateau qui était sur place, là, parce que finalement la marine royale ne pouvait pas entretenir ce bateau, a été le dernier élément
de la destruction d'un processus qui pouvait conduire à faire peur. Ça nous amène à continuer à réfléchir sur nos implantations dans les Outre-mer et sur la façon dont notre marine recommence à se développer dans nos Outre-mer et à inciter les Argentins à se dire de toute façon, ça les intéresse plus, on y va. Et pour le coup, la marine était tellement faible à l'époque. D'ailleurs, je voudrais juste rappeler que le premier lord de la mer avait dit à la première ministre « on ne peut pas le faire ». Et que la première ministre, Margaret Thatcher, avait dit « alors on le fait ». Et ils l'ont fait, avec des navires civils et avec des bâtiments de combat. Donc oui, on peut aussi s'inspirer de choses qui ont fonctionné. D'ailleurs, c'est une partie du préambule du rapport. Hein. Je rappelle les Malouines. Je rappelle les Malouines parce qu'aujourd'hui, on est dans la contestation des espaces territoriaux, la territorialisation des espaces maritimes, et que, j'allais dire, tout ça va nous amener et nous amène de toute façon à nous interroger sur la façon dont nos approvisionnements doivent se faire, comment on les fait, la navigation, si on reprend tous nos cours sur Montego-Bay, on avait tous le sentiment que la navigation, elle était simple, c'est facile, la haute mer, c'est à tout le monde, mais c'est plus le cas, c'est contesté. Donc voilà, globalement, et ça c'est la première partie, puis la deuxième, c'est parce qu'en fait, ça va vous faire sourire, mais il n'y a pas d'âge pour. Je suis en train de faire une thèse en droit maritime sur les approvisionnements stratégiques de l'Europe. Et donc, pour le coup, pour moi, c'est la meilleure façon de comparer et de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Merci, monsieur le député. Nous allons clore donc la première table ronde. Merci pour votre attention. Merci à nos 5 participants.